Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Allez, ça arrive. Jump around! Sébastien Soulard, Presse Océan. Version électrique. Ah oui, mais je ne retrouve pas, moi. Ah, moi, je veux du classique. David Filippo, Ah non, Ouest France. Comment tu veux Un que je crie podcast là-dessus présenté par Simon Rengoat, It West. Salut les amis, le refus de la modernité du Vendéen. C'est un grand classique. La guitare Non, ça me électrique, déçoit. Ah non, la non, danse de ça la me va pas brioche. du tout. Non, Rien ne perturbe. Je ne pousserai pas de cri là-dessus. Bon, je Bonne question. te Non, tu me remets remettrai l'autre, s'il te ton plaît. ancien jingle la semaine prochaine, David. C'est promis. Salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour Simon, Quel bonjour bonheur tout le de monde. se retrouver, Ah, Jean-Marcel. je sais. Le FCN qui restait sur 6 matchs sans défaite face à Nice en Ligue 1 avant samedi dernier, avant que Jean-Marcel ne se déplace sur la Côte d'Azur. L'hospitalité azuréenne dont tu dis le plus grand bien depuis longtemps, bon, c'était pas le cas là. Ça dépend. Alors moi j'ai Alors, passé un très en dehors bon du match week-end à peut-être, Nice. Et je trouve les Niçois très hospitaliers. très accueillante. Très Ouais, bien. ouais. Merci Jean-Marcel, on va quand même parler du match après, évidemment. Évidemment. Salut David Filippo. Salut. En soirée ce week-end, un pote, Vivi, m'a dit deux choses, David. Vas-y. Nantes doit battre les équipes de son championnat pour se maintenir. Ça, c'est logique, mais il il y est tient bon. beaucoup, donc je le répète. Il est bon. Et il a demandé pourquoi vous chambrez autant David Filippo. Est-ce que c'est le cas, David? Est-ce que tu te sens harcelé parfois ici Pas ou... du tout. non. On rassure Vivi, tout va Ah bien. oui, Vivi, ne t'inquiète Ouais. pas. Je suis très bien dans ma peau et il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer même. Même plus si vous voulez, je m'en fous complètement. Salut Sébastien Soulard. Salut Simon, salut à tous. Valentin Rongier et Quentin Merlin, de retour à la Beaujoire samedi. Est-ce que tu es content de les revoir ou est-ce que tu es halluciné, comme de nombreux supporters, par ce choix de carrière? Mais c'est un peu mitigé parce que on sait ce qu'ont apporté ces deux joueurs au FC Nantes, on sait ce qu'ils ont dit sur le Stade Rennais, mais bon, finalement, le football moderne est ce qu'il est et c'est pas vraiment surprenant. Ce sera notre débat tout à l'heure avec un sondage qu'on a proposé. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Michael Jackson. Thriller. Mais ça, c'est plus la génération, c'est pour ça. Allez, 1-0. Moi, j'avais oublié qu'il y avait une musique en fait, j'étais pas prêt. Les vacances ont été un ravage pour Jean-Marcel. Thriller. Thriller. Mais j'ai vu Thriller. qu'il était chaud, je sais pas ce qu'il a passé. 4-4 le jour, 4-0. Thriller. Ouais. Est-ce que c'est un mauvais Twiller qui débute cette saison pour les Canaries? Allez, ça continue à chambrer. On en parle dans ce T'as raison, troisième Vivi. épisode, saison 5 de Sans Contrôle. Dominé à Nice, les Canaries inquiètent-ils déjà? Le fantôme du FC Nantes restrictif de Comboiré est-il de retour? Où est le jeu de possession entrevu en préparation? Est-ce que c'est une question de vice et d'expérience, comme le dit le coach Castro? On va passer les joueurs au crible. Lopez encore une fois déterminant. Mwanga scruté pour sa première. Ong fautif sur le but et décevant. Enfin la polémique qui concerne Guirassy blessé en sélection. Et puis le derby breton, c'est samedi avec Valentin Rongier et Quentin Merlin. Les voir sous le maillot rennais, anecdotique, une trahison symbolique diront certains. On va en débattre et évoquer les enjeux du match. Allez messieurs, c'est une bénédiction. Valdemar Kita a été élu au conseil d'administration de la Ligue de football professionnelle. Pour les droits TV, à nous le milliard, je dirais. Eh oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non? Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. T'es prêt Jean-Marcel? Je suis prêt. La défaite à Nice est-elle inquiétante? Oui. Ghostbuster. Oh, en même temps, Ghostbuster. Oh, je ne sais pas qui l'a dit en premier. Ouais, non. Attention. Par contre, c'est qui? C'est Ray Parker. bien. Drake et Parker Junior. Junior. À 3, on va y arriver. Voilà, Junior, c'est bon. Ray Parker Junior, le fantôme d'Antoine Comboiré plane-t-il sur ce FCN dominé, incapable de ressortir proprement le ballon? On va en dire un mot évidemment, mais d'abord, trouvez-vous, comme moi et comme Luis Castro, qu'il s'agit à Nice du pire match du FC Nantes depuis le début de saison, en mode un peu on régresse après 4 rencontres? Tu y étais Jean-Marcel. Est-ce que c'était vraiment cata depuis les tribunes du stade également? Oui, surtout la première demi-heure. Et même la suite en fait, parce qu'ils ne se sont pas créés, contrairement à ce que dit le coach nantais, ils ne se sont pas créés pour moi beaucoup d'occasions. On les a jamais sentis menaçants et en capacité de faire quelque chose et encore moins de revenir au score. Et surtout, cette première demi-heure est cata. Elle est effectivement assez proche de celle qu'on avait vécue il y a un an où l'équipe d'Antoine Comboiré prenait des vagues à Nice. Ouais.
Ils se sont fait manger tout cru. Il s'était imposé. Ils s'étaient imposés, oui, Contre grâce à le deux camp du comptes. jeu, Ils s'étaient imposés. Mais là, ils ne se sont pas imposés. Et franchement, sans un grand Anthony Lopez, on en reparlera tout à l'heure, l'addition aurait été beaucoup plus lourde. C'est même miraculeux qu'ils arrivent déjà avec un score nul et de parité à la pause. La pire prestation, a dit Castro, écoutez-le. Dans les 30 premières minutes, oui. C'est la plus mauvaise prestation de la saison. Il précise, Sébastien, sur les 30 premières minutes, c'est la plus mauvaise prestation de la saison. C'est ton sentiment aussi ? Ouais, c'est le sentiment, mais il est assez gentil dans ce qu'il dit, parce que globalement, on n'a rien vu en fait. Quand tu poses la question, savoir si c'est la pire prestation, sans conteste, c'est la pire prestation. Sur les 90 minutes pour toi ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ils n'ont rien montré pendant 90 minutes, et c'est un miracle de repartir avec seulement un but dans les valises sans Anthony Lopez. J'ai trouvé ça effrayant, déprimant. Moi, ça va au-delà des 30 premières minutes. J'ai trouvé ce match nullissime. Et là, je trouve que notre agacement, l'agacement des supporters, le désarroi des supporters ce week-end, il est à la hauteur de l'attente qu'il y a depuis le début de l'été, depuis l'arrivée de Castro. Alors... j'élargis un peu, on va en parler. On va Juste sur cette prestation pour l'instant. Voilà, il y a rien à retenir, sauf que moi je trouve que cette équipe, elle ne progresse pas du tout. J'ai eu la chance ou la malchance de voir tous les matchs de prépa cet été. Donc je peux en parler. J'ai vu tous les matchs, il y a aucune progression dans le jeu et on comprend pas trop où va cette équipe en fait. Je vous laisse un petit peu quand même sur la prestation précisément à Nice, on va élargir après. Castro nous dit si, et il répond d'ailleurs à une question de Jean-Marcel, me semble-t-il, en zone mixte. Si, il y a eu des tirs, écoutez. Je pense qu'on fait plus de 10 frappes, mais vraiment en occasion, nous avons 3-4 plus grosses. Je pense qu'on fait plus de frappes que Nice, nous dit Castro, et on a aussi des grosses occasions. On a regardé les stats, Jean-Marcel. Tirs cadrés, 3 pour le FC Nantes, 8 pour l'OGC Nice. Alors c'est vrai qu'il y a 14 tirs nantais, mais quand même 11 en dehors du cadre, pour 19 tirs niçois, donc c'est pas vrai. Nice a plus tiré que Nantes. Les occasions, l'équipe relève 16 occasions à 12. Je sais pas où l'équipe trouve ces 12 occasions nantaises. 12 occasions. Ça me en fait, parfois, c'est ils sont des situations, il y a des frappes contrées aussi qui rentrent dans les stats. Et c'est des statistiques un peu généreuses. Après, si on regarde au-delà des statistiques, il y a ce que disent les statistiques et puis il y a ce qu'on a vu sur le terrain. Et il y a 7 arrêts d'Anthony Lopez. Il y a à peu près 4 face-à-face de Niçois avec le gardien nantais, et il y a surtout 30 minutes indigentes pendant lesquelles, les 30 premières, on n'a pas vu le FC Nantes. Il y a eu un souci tactique aussi, enfin pour moi, dans tous les cas sur ce match-là. Alors rentrons dans la tactique. Nantes partait en 4-3-3 ou en 5-3-2 on n'a jamais trop su en fait. Il se trouve que Junior Mangua, la dernière reprise du FC Nantes, a joué vraiment sur la ligne des centraux en début de match. Et c'est Johan Le Penant qui nous le dit après. Ils ont commencé à aller mieux ou à redresser la barre à partir du moment où Junior Mangua a retrouvé le milieu de terrain. Et donc là, ils étaient à 3 et plus à 2, parce qu'ils disaient pour eux, ils étaient incapables en tous les cas de cadrer les joueurs niçois qui étaient trop facilement entre les lignes. Ils étaient que 2 au milieu. Ils étaient que 2 au milieu. Et alors, ça aurait pu fonctionner si les latéraux jouaient plus haut, mais tout de suite, ils ont été bloc bas avec une distance assez importante entre pour moi, les ils sont à 5 dans ces phases défensives, mais dans les phases offensives, ils sont censés être à 3 au milieu. Sauf qu'ils n'ont jamais été dans les phases offensives sur la première c'est un peu le souci. Période, à part une action où il y a l'action de Hong, d'ailleurs, la tête où il se retrouve tout seul face à... Il y a deux actions, en fait, où il y a 2 séquences de jeu, une à la 18e et une autre en fin de première, avec un centre de Kozak qui n'est pas repris par Ablin et Benatab. Mais à part ça, c'est quand même beaucoup trop peu. Dans quelle position a joué Mangua, dont parle Jean-Marcel? Parce que c'est Mwanga, le bon nom, mais vous aviez traduit, évidemment. Mangua. Attends, on réessaye. Jean-Marcel, comment tu dis? Non, j'ai pas le droit. C'est Mwanga. Il a joué. On avait déjà vu ça avec Kohn. Kohn, c'est ça? On dit Kohn, le coréen. Quand il jouait je dis Kohn, moi. Ouais, mais c'était le PSG, en fait. Là, tu en vas sentinelle. à Nice. Même contre le PFC en amical, je me souviens, il jouait très très bas. Il jouait entre ces 2 centraux. Donc ça, d'ailleurs, c'est une question à poser à Castro Paris, jeudi prochain en conférence quand de Nantes presse. avait le ballon, il intégrait le milieu de terrain. Sortait un peu plus là. De toute façon, il pouvait pas sortir puisqu'il y avait aucune sortie de balle qui était propre. D'ailleurs, moi, j'entends. Alors oui, il faut laisser du temps à cette équipe, il faut laisser du temps à Castro. Ok, pas de problème. Désolé, j'avais encore en train de bifurquer. Non, mais parce que je trouve qu'il faut en parler. Non, mais dès qu'on parle tactique un peu sur un match, moi, on me dit aussi que cette équipe, c'est normal, elle est jeune. Elle est jeune. Lopez, regardez la défense. Lopez, Amiens. Il n'y a que 3 mois d'écart avec celle de Nice. À Oisiem,
Sur le côté Kodza, Kodza, devant il y a Mohamed. Enfin, il y a 6-7 joueurs qui ont entre 25 et 30 ans. Donc non, cette équipe elle est pas jeune. C'est des Il y a conneries. des jeunes. Elle est jeune dans le vécu en Ligue 1. Tu vois, tu prends un Tati, pas avec ses joueurs. Pas avec ses joueurs. Tu prends un Tati, tu Oui, prends oui. un Guirassy. un Guirassy par Ils exemple. sont encadrés. Guirassy Oui, n'était oui, pas là. bien sûr. Le Penant, le Roux, si, t'as quand même des joueurs qui sont un peu débutants. Et surtout un collectif qui est jeune dans les habitudes de jeu Après, entre les joueurs. oui, voilà, c'est plus ça en fait. Oui. Il y a quelques joueurs expérimentés. Après, ça excuse pas tout, hein, comme tu dis. Et pour en revenir aux quelques situations que le FC Nantes a pu se procurer, en fait, c'est un ballon pour Ablin qui remonte le terrain et il n'y a aucune passe qui casse une ligne pour après se projeter vers l'avant pour amener du surnombre. On n'a jamais vu ça pendant 90 minutes samedi après-midi. Puisque tu parles de tactique, je vais répondre un peu à ta S'il question. te plaît. On m'a raconté un truc hier matin. Vous vous souvenez que Lopez, à un moment, s'est écroulé par terre. Il avait mal. Oui. Tu sais ce que dit Charlotte Lorgeret à la télé, Vas-y. qu'il fait exprès Oui. Pour gagner du temps et gagner le je rôle. confirme. On le lit sur je ses lèvres, confirme. on le lit sur ses lèvres et il dit ça va. Ça va, Comme ça le va. Tottenham. Il tombe, on vient le soigner et Kodza va parler visiblement. Alors j'ai pas vu la scène, on me l'a raconté. Va parler avec Castro et va lui dire. Je pense que c'est ça, qu'il faut faire quelque chose. On prend des vagues. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut pas remonter Mwanga, pardon, un peu plus haut. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, j'ai pas assisté, j'ai pas entendu la discussion, mais visiblement, les joueurs sur le terrain ont dit à Castro, il faut faire quelque chose. Quoi. C'est l'expérience de Lopez. Là, on sent le Lyonnais qui casse complètement le rythme. Et quand un gardien est au sol, en plus, tu peux pas sortir le gardien et continuer le jeu. Donc, c'est un vrai moment qui permet. Après, c'est pas d'échanger. seulement ce match-là. Alors, il passe à travers dans les grandes largeurs. Jusqu'ici, il y avait des séquences. On avait le bénéfice du doute qui était favorable, je trouve, à ce que faisait Luis Castro. Là, en fait, ça a été balayé par le match à Nice. Pourquoi ? Parce que du coup, on est dans une forme de permanence et de constance que lui-même ne reconnaît pas. Mais il y a pourtant des stats. C'est 1 but en 4 matchs. C'est la plus faible attaque de Ligue 1. Oui. C'est 8 tirs cadrés. C'est la 17e attaque de Ligue 1. 8 tirs cadrés depuis le début du championnat. 8 tirs cadrés en 4 matchs. En 4 matchs. 32 tirs tentés. En fait, au-delà des buts et des occasions en France, c'est aussi 32 tirs cadrés sur 4 matchs. C'est relativement faible. C'est aussi la 17e attaque de Ligue 1. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'occasion en France. Offensivement, c'est un néant pour l'instant. Offensivement, on a, exactement. Enfin, moi, il faut se souvenir on en discutait avec les collègues. Pierre Aristouille avait produit plus de choses dans un temps à peu près similaire. Voilà, il y avait le fameux match à Strasbourg. C'était pas le même Strasbourg, mais sur lequel le FC Nantes avait vraiment été dominant. Et en plus, on est en contradiction avec ce que nous a, en tous les cas, vendu Luis Castro, notamment dans l'objectif où il nous a dit « Je veux une équipe dominante, je veux une équipe qui ait la maîtrise ». Et en fait, l'équipe dominante qu'on a vue samedi à Nice, c'était surtout celle de Franck Hez. On a le sentiment que le FC Nantes a joué à contre-nature. Alors, le coach a concédé lui-même qu'il pouvait y avoir des retours en arrière. Celui-ci, il est quand même un retour en arrière assez large, je trouve, par rapport aux intentions de départ. On va dire une nouvelle fois qu'il faut être patient pour juger un coach. Non, mais on va mettre ce préalable parce qu'on s'est fait tomber dessus sur certaines critiques. Nous, on critique le match et puis on regarde la succession et puis on a le temps de voir les choses. Moi, je trouve qu'offensivement, c'est une équipe qui a des vraies difficultés aujourd'hui à se créer quelque chose. Et alors, on parle. Alors, collectivement, on n'est pas que sur les 3 attaquants. Quand on parle offensivement, c'est ce collectif avec un milieu de terrain qui manque sans doute d'impact et de présence face à cet adversaire. Tu parles d'une équipe qui a du mal à se créer des occasions, mais je trouve, tu as le chiffre aussi, c'est une équipe qui concède énormément d'occasions. C'est-à-dire que qui prend pas beaucoup de buts. Mais parce qu'il y a Lopez. Oui, mais je pense qu'il y a des. C'est l'équipe elle a subi 66 tirs depuis le début de la saison. C'est à peu près la plus faible défense sur ce ratio-là. Alors effectivement, ça se traduit pas au tableau d'affichage parce que Ortiz Lopez vient de sortir 2 matchs à 7 arrêts. Ouais, c'est ça. Ce qui est quand même. C'est un gardien qui fait la différence. Je vais rembobiner un peu parce que Jean-Marcel. C'est aussi pour moi inquiétant quand tu parlais d'inquiétude. C'est à la fois une équipe qui est inoffensive et c'est à la fois une équipe qui est friable défensivement. On sent que le bloc nantais, trop facilement en tous les cas, les adversaires se trouvent des solutions. Je vais raccrocher ce que tu développais tout à l'heure sur le style Castro parce que tu es allé plus vite que tout le monde, comme d'habitude. Ça fuse quand Jean-Marcel prend le micro. Le style Castro. D'abord le profil. Franck Kita, conférence de presse de présentation de Luis Castro, Sébastien, et je te laisse réagir après. Les caractéristiques qu'on cherchait pour ce nouveau coach, pour ce nouveau cycle, étaient très simples, très claires. On cherchait un coach d'expérience qui avait une identité très claire, les jeunes, mais aussi moi ce que je devais ressentir. Pour le FC Nantes, il faut un coach avec une caractéristique en plus, c'est une personnalité de caractère.
La personnalité, le caractère, on n'en doute pas. En revanche, le style de jeu très affirmé et le développement des jeunes, on est encore en phase de construction là-dessus. Luis Castro prenait le micro dans la foulée pour se présenter comme un coach offensif. Si vous regardez Dunkerque, j'aime bien un match offensif, une équipe qui joue très, très offensive. J'aime bien que les joueurs sont les protagonistes. Et aussi, si je suis un supporter, quand je vais dans le stade, j'aime beaucoup les équipes qui attaquent, j'aime beaucoup les équipes qui sont offensives. C'est mon façon de faire les choses. J'aime beaucoup les équipes qui attaquent, les équipes offensives pour les spectateurs dans le stade. Alors, évidemment, tout ça met du Répète temps bien qu'il faut encore du temps. à se On va nous construire, tomber c'est ce que dessus. je suis en train de mais faire. il faut bien le redire. Parce que, Mais pour l'instant, on n'a pas ça. On a peut-être dans le style un peu différent de ce que nous proposait Comboiré, cette façon de repartir au pied avec cet même éventail derrière. Même pas samedi. Quelques écécges et puis après ils ont allongé parce qu'il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de relais au milieu de terrain, Sébastien. On sent que le bloc, déjà au début du match, il est bas à chaque fois, et que quand il faut remonter le ballon, les joueurs ont peur d'aller apporter offensivement parce qu'ils savent que derrière, à la perte de balle, ils vont prendre des bouillons. On sent aussi que offensivement, il n'y a pas de soutien. Enfin, Benatta, c'est super ce qu'il fait. On l'a vu contre Paris notamment, mais c'est individuel. Ablin, c'est que des courses, des rushs, des choses comme ça. Ouais. Mohamed, c'est du jeu. On le trouve un peu dos au but, mais après il n'y a pas de soutien. Et qui ne voudrait pas voir du jeu offensif? Tous les amateurs de football veulent du jeu offensif, évidemment. Mais pour l'instant, le FC Nantes est incapable de faire ça parce que il y a de la peur. Je pense qu'il y a de l'appréhension. Peut-être il n'y a pas la compréhension de ce que veut Castro encore. Mais pour l'instant... Sur le style, ce qu'on a pu voir en préparation, c'est un bloc beaucoup plus haut, avec c'est la question qui joue le hors-jeu. C'est la question que je veux poser jeudi en conférence de presse à Castro. On a l'impression que depuis qu'il a commencé la Ligue 1, depuis qu'il a commencé le championnat, il se renie un peu par rapport à la préparation. On voyait un bloc haut. Je me souviens de ce match de prépa à la Genelière contre Rennes où cette équipe prenait énormément de risques. Le bloc était quasiment au niveau de la ligne médiane. D'ailleurs, c'était. Alors, est-ce que il s'est rendu compte, et c'est là j'attends ses réponses jeudi. Est-ce qu'il se rend compte que la Ligue 1, on peut pas adapter ce jeu en Ligue 1? Est-ce qu'il a pas les joueurs? Non, si tu peux l'adapter. Mais je pose les questions. Je pose les questions. Je dis pas que c'est ça. Est-ce qu'il a pas les joueurs pour faire ça? Peut-être. Est-ce que Nantes a joué aussi en Ligue 1? Faut en tenir compte. Nantes a joué 3 clubs qui jouent l'Europe sur 4. Strasbourg, Paris, Nice. Et on te répondra que Nantes a battu Auxerre, une équipe qui est plus dans son championnat. Avec difficulté, en souffrance. Dans la souffrance, on est d'accord. Mais Nantes a été bien meilleur à Strasbourg, par exemple, que face à Auxerre. Nantes a été meilleur. Mais sur la question du positionnement et de la tactique. Là-dessus, je ne sais pas si c'est. Je suis pas sûr que ça soit une volonté de lui ou si c'est cette équipe qui est marquée aussi par les dernières saisons. Les joueurs qui reculent d'eux-mêmes. Renouvelé. Il a été renouvelé l'effectif. C'est plus le. Il n'y a plus les Chiribella, il n'y a plus Lafont, il n'y a plus Mollet, il y a plus. C'est fini quand même. Il n'y a plus Castelletto. Mais il y en a plus beaucoup de la saison dernière. Il y en a encore. Je dis pas qu'il y en a plus. La ligne offensive, c'est à peu près. T'en as 2 sur 3. 2, ouais. 2 sur 3. Et puis t'en as 3 sur 5 en défense. Kodza, Amiens, Le Penant. Ça fait quand même pas mal de. C'est ton équilibre. Simplement, une équipe dominée recule. C'est l'histoire d'un match. Ça peut arriver. Le problème, c'est de rester derrière. Vous l'avez dit face à Auxerre, lorsqu'il y a le temps fort d'Auxerre en fin de match où Nantes subit, recule, tout le monde l'a dit, il y avait une forme d'appréhension, une pression aussi d'aller chercher les premiers points de la saison et que inconsciemment, ils ont reculé, ils n'ont pas tenu compte des consignes. Et on a senti qu'en tous les cas, en début de match, c'est une équipe qui d'emblée s'est mise. C'est ça aussi qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on pouvait attendre qu'après la victoire contre Auxerre, cette équipe soit un peu plus libérée, qu'il y avait un peu la trêve, elle avait rien à près et qu'elle allait plus aller chercher les Niçois d'entrée. Or, d'entrée de jeu, il y a une occasion dès la 2e minute. Juste sur un débordement et on sent qu'ils sont en difficulté. Ce qui est embêtant, c'est que c'est pas un Nice ultra dominant sur ce début de saison. C'est une équipe qui se cherche. C'était une équipe qui se cherchait. C'est une équipe, d'ailleurs, les collègues niçois ont titré sur enfin Nice lance sa saison. C'est-à-dire que Nantes a permis à Nice de se relancer alors qu'elle était quand même en plein doute. Elle a perdu au Havre, par exemple. Message d'un supporter qui va dans le sens de ce que disait David. Je ne comprends pas. En préparation, il y avait des promesses. Tu voyais vraiment un foot ambitieux. Lui est allé voir les matchs de prépa, ce supporter. La philosophie du coach montrait des prises de risque sur le terrain. Et puis, depuis le début du championnat, quasiment plus rien. Alors, Paris, ça pouvait s'entendre. Ouais. Paris, ça peut s'entendre parce que c'est toujours particulier. Finalement, Strasbourg, c'était pas si mal. Mais Auxerre et Nice, on ne voit plus rien, quoi.
Un élément d'explication peut-être, Jean-Marcel, c'est celui de Luis Castro au cours de la conférence de presse d'après-match. Son équipe manquerait de vice et d'expérience. Voilà ce qu'a dit Luis Castro. Est-ce que c'est un argument qui te parle dans la réponse du coach ? Alors il a été aussi appuyé par Anthony Lopez. Alors je pense qu'ils font tous référence à la perte de balle de Hong qui est terrible et qu'amène le but niçois, sur lequel il y a Jérémy Boga qui fait une course de 50 mètres, qui traverse tout le camp nantais et qui n'est pas inquiété, y compris Chidozie Awaziem qui défend en fait en l'accompagnant, en espérant contrer le ballon au dernier moment et qui est pris de vitesse. Donc en fait, je pense qu'ils font surtout cette réaction-là à ça, mais pas que. En fait, ils trouvaient que les Niçois défendaient assez durement, notamment sur les attaquants. Il y avait toujours le petit tirage de maillot, la petite faute qui permet en tous les cas de casser la remontée de balle. D'ailleurs, Mohamed a eu les pires difficultés à bloquer un ballon dans son jeu en pivot. Ouais. Alors, je dirais que oui, on l'avait remarqué, je ne sais pas si tu te rappelles, Simon, sur le match de D'Auxerre, où je ne sais plus, il y a une faute à un moment au milieu de terrain, le Nantais ne tombe pas alors qu'il peut s'écrouler, ne serait-ce que pour gagner un peu de temps. Voilà. Ouais. Je dirais oui et non, en fait, parce que cette équipe niçoise, quand on regarde, il n'y a que 3 mois d'écart entre les deux. Ils ont une charnière centrale avec le latéral, avec 2 joueurs de moins de 21 ans. Ils ont aussi beaucoup de jeunes et ça ne les a pas empêchés, en tous les cas, de jouer comme ça. Et en même temps, Anthony Lopez avait tiré, lui, le signal d'alarme dès la préparation, après le match d'Angers et une défaite 1-0, où il avait dit, en attendant des recrues, il nous faut des joueurs estampillés Ligue 1, c'est un championnat physique. Donc ce qu'on peut se demander, en attendant Mwanga et en tous les cas ce qu'il peut apporter en termes de puissance, c'est une équipe, c'est vrai, qui est un peu tendre parfois dans des temps forts. C'est bien dit, Mwanga. Ouais, il l'a bien. Seb, tu voulais réagir à ça ? Tu parlais de la perte de balle de Hong qui est symptomatique. On parlait du bloc équipe, que le FC Nantes recule, c'est symptomatique. La perte de balle, Boga, il est à combien ? 40, 50 mètres du but. Il va tout droit. Il fait il prend un peu de vitesse, il a un crochet, tout ça, mais en fait, il fait ce qu'il veut alors qu'il est dans une zone. Tu peux faire faute avant. Voilà, exactement. Et ça, tu parlais du vice de Castro, que apparemment il n'y en a pas assez. Effectivement, il faut faire faute avant. Après, c'est un exploit aussi. Lopez peut pas tout arrêter. Awaziem défend mal. Il n'y a rien qui va dans cette action en fait. On commente chaque mardi les résultats, les prestations du Football Club de Nantes et dans la longueur. Donc forcément, on va rentrer dans des détails et on va être un peu négatif après une défaite comme ça. Mais est-ce qu'on est, les amis, nous, les suiveurs, et puis peut-être les spectateurs, les supporters qui nous écoutent, trop impatients avec cette équipe en reconstruction et si Nantes développe un jeu flamboyant dans quelques semaines, on nous dira vous avez passé des heures à critiquer, vous n'avez pas été... Non, parce qu'ils gagneront en fait sur ce qu'ils veulent faire et ce que Luis Castro veut mettre en place. En fait, on nous a parlé de pressing haut, ce qui était intéressant, on l'a vu par séquence lors des matchs de prépa, on l'a vu par séquence aussi sur des contre Auxerre par exemple, ou même à Strasbourg. Voire même sur les 20 premières minutes contre le PSG. Et là en fait on l'a pas vu, ça a été corrigé à peu près en deuxième période avec des récupérations un peu plus hautes, mais il n'y en a pas eu non plus énormément. Et en fait ce pressing là qui peuvent pas tout faire et mettre en place pendant 90 minutes parce que c'est assez énergivore. Il y a des temps forts dans un match. En tous les cas, sur la première mi-temps, on le voit pas du tout. C'est ça. Et or, c'est une équipe qui a besoin de récupérer des ballons hauts pour mettre son jeu en place et pour contrer l'adversaire. Et voilà, même sur le contre-pressing, sur les seconds ballons, enfin, c'est pour des questions de positionnement certainement, ce que disait Anthony Lopez, mais ils étaient en retard sur tout. Et ça, en fait, c'est défaillant, c'est ces lacunes-là qu'on pointe, qui ne sont pas, en tous les cas, en adéquation avec l'ambition de Luis Castro. Je pense que s'il fait un pressing haut et qu'il met avec un bloc qui est très haut et que derrière, il perd 2-0, je veux dire, on aura vu quelque chose et on dira ils doivent corriger après, trouver un équilibre. Mais là, c'est même pas le cas. On n'a rien vu. Non, mais c'est un entraîneur, David, qui est forcément très insatisfait de ce qu'il voit parce que ce n'est pas le jeu qu'il prône. Il tire un petit peu forcément la couverture sur certaines réponses parce qu'il veut pas que ce soit le feu quand même tout de suite. On est qu'au mois de septembre. On sait, nous, que ça peut être le feu très vite à Nantes en octobre, en novembre, même si dans l'entourage des dirigeants d'Equita, on sait qu'il faudra faire preuve de patience. Mais les résultats, mais l'urgence peut aussi de prendre des points se montrer très vite parce que le calendrier n'est pas simple. Pour le coup, c'est pas qu'une question de points. Enfin, s'ils avaient perdu à Nice, mais en proposant, en tous les cas, être dans la continuité de ce qu'il y avait à Auxerre, je pense que ça serait moins inquiétant. Là, en fait, au-delà de la défaite, pour moi, c'est qu'il y a un recul pour le coup. Et là-dessus, Luis Castro disait qu'il lit jamais un match en fonction du résultat, mais du contenu. Donc là-dessus, je suis d'accord avec lui. Et là, ce contenu-là, pour moi, est très inquiétant. Et en fait, il vient sanctionner les 3 premiers matchs où
t'avais des choses positives, mais t'avais quand même pas mal d'erreurs. On a plutôt voulu regarder le verre à moitié plein parce qu'on était. C'était ton cas, il y avait une Jean-Marcel. dynamique. Oui, Auxerre, t'as été. Moi, j'étais plutôt critique après le match d'Auxerre et j'avais préféré Strasbourg, par exemple. J'avais Toi, trouvé t'aimes les Nantes verres plus pleins, entreprenant. ça, c'est sûr. Elle était facile. Elle était belle, celle-là. Non, mais David. et c'est vrai que l'inquiétude qui commence à pointer le bout de son nez à la jaunelière, je dis bien commence, hein, ça vient de ça, c'est-à-dire que c'est ce que cette équipe montre ou ne montre pas d'ailleurs qui inquiète un peu, et surtout sur ce match. Alors on va se dire que c'est qu'un match, c'était peut-être un accident, vous savez, on emploie souvent ce terme après un match raté, c'est peut-être un accident. Oui, ça serait un accident et je trouve si que t'avais été emballant et enthousiasmant les 3 premiers matchs. Oui, mais t'as quand même eu des Notamment lacunes sur chez tes toi 3 contre la Auxerre. oui, t'as qui est pas, un mais club de ton championnat. tu t'es imposé quand même, t'as été très solide. Oui, mais t'avais perdu en maîtrise. Sur Mais les 30 t'avais perdu en dernières maîtrise. T'as été Donc, ça très fait solide. Il y a eu un peu de match, réussite, un match Lopez, très hein. moyen, un match catastrophique. Et je trouve que ce derby, on en parlera tout à l'heure, il vient à point nommé justement. Là, il va y avoir un stade plein et cette équipe, elle est clairement, et Castro et son équipe sont clairement attendus au tournant. On rappelle que Castro à Dunkerque, quand il est arrivé, près d'une dizaine, 12, je crois, 11-12 matchs, quasiment sans victoire. Il commence quand par 4 défaites, commencé à peut-être bien 4 défaites. À Dunkerque. Donc après, on l'a déjà dit ici, j'ai du mal à imaginer l'Equita attendre 12 matchs sans. Alors là, il y a déjà une victoire. Non, attends, mais ça dépend comment tu mais perds. Mais non, on va pas. Ça dépend de la façon dont tu perds en fait. C'est alors surtout voilà, ça, donc on regardera la forme. Bah oui. Mais il y a un moment, ils vont aussi regarder le, vous savez, le Ouais, classement enfin, faut de Ligue 1. arrêter de regarder le classement. Ah, faut pas tout regarder le le temps. classement. Bah Ok. non. Mais là, pour ce match. Tu l'as pas pris que pour gagner des points. Sinon, tu prenais pas Luis Castro. Et pour moi, faut lui laisser le temps. Moi, ce qui m'inquiète là aujourd'hui, c'est plus. En fait, ce qu'il propose. Ça n'avance pas aussi vite que prévu. Bah, c'est pas que ça Non, ce n'avance qu'il pas. propose, C'est qu'il n'est pas en adéquation en Non, fait bah oui. avec son discours. Donc, Alors, est-ce du que coup, c'est ça lui, devient est-ce que un peu- ce sont ces joueurs qui n'arrivent pas à convaincre appliquer, ou en tous les cas à appliquer. qui sont Donc stressés. voilà, donc après s'il arrive à redresser la barre au 6 ou 7e match. Non, mais si on voit quelque chose, si on voit une vraie équipe contre Rennes, ça se trouve dans une semaine, on sera en train de dire bon bah voyez, ça y est, le style Castro, là on l'a vu. Voilà. J'ai du mal à croire à ça, mais bon, bref. Arrêtez, racontez des polémiques. Arrêtez de raconter des polémiques. La patience est là chez l'Equita, on en est convaincus, les uns et les autres. Tiens, petite parenthèse sur Valdemar, je le disais tout à l'heure, il a été élu au conseil d'administration de la Ligue. À quoi ça peut servir au Football Club de Nantes? Je crois que c'était au football français. Hein. Est-ce que c'est le signe d'un propriétaire qui va rester encore Bah longtemps? oui. Est-ce qu'on peut voir ça comme Je ça pense. aussi? Bah oui. Ouais. Il aime le foot, hein. Ah, il aime le foot. Oui. Oui, mais après, il pourrait l'aimer ailleurs, tu vois. Oui, mais bon, il a Bon. pas l'air de. Ça a l'air d'être à Nantes. Ouais. Très bien. Et il a eu, il y a quelques heures, un échange musclé avec Pablo Longoria dès la première réunion suivant son élection sur le foot français. Valdemar se rangeant a priori plutôt du côté des pros Labrune et El Khelaifi dans cette histoire-là. Roussier n'a pas été, par exemple, choisi, le président du Havre. Lui est un opposant notoire, au même titre qu'un Longoria désormais ou qu'un Ougourian, le président propriétaire du Racing Club de Lens. Voilà, Valdemar est dans la place, les amis. Jean-Marcel, ça te réjouit, j'imagine? Pourquoi ça m'en Je sais pas pourquoi toi. ça me laisse. Je sais pas, parce que on parle un peu de l'OM, un peu de Longoria, un peu de Valdemar. Je pense que je peux te chauffer un peu là-dessus, mais après, si t'as rien à dire. Ouais, non, en fait, j'ai rien à dire là-dessus, donc, mais D'accord. vraiment rien. Ouais. Très bien. Non, Non, comme mais je- il veut, ce qu'on il veut sait- montrer qu'il est là dans le football français et puis ça lui fait une petite porte de plus pour exposer ses idées ou ses non-idées plutôt. En fait, j'en discutais avec des confrères à Paris. C'est très compliqué à lire ce qui peut se passer au sein de la Ligue. C'est-à-dire que lorsque vous avez une assemblée politique, par exemple, vous avez des forces en présence, vous avez situé les gens, et puis à un moment, il y a des basculements. Ça existe aussi à la Ligue. Un mec change de camp à la Ligue. Sauf qu'il y a un côté très irrationnel des présidents, et parfois, il y a des... Il y a des oppositions qui se forment, on ne sait pas pourquoi, et au contraire, il y a des alliances qui se créent parfois sur des choses qui sont complètement irrationnelles. Des présidents Je pense qui ont été que très Valdemar critiques avec symbolise Labrune. et incarne ce côté irrationnel. Ouais. Oui, mais puisqu'il ça, est- c'est un style de vie chez Valdemar. Oui, ben voilà, donc de là à dire que parce que justement, il a été très Il a été critique. critique, mais il est soutien maintenant. de Voilà, Labrune. et puis il a été très content, très gentil en tous les cas avec Nasser, hein, qui a quand même une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, notamment sur le comportement de Bein. Oui. Grande part de responsabilité. Les crises encore en cours d'ailleurs pour, Voilà, pour donc Bein, bon. avec Nasser, le président parisien, qui fait. Heureusement, il y a Ligue 1 Plus qui vient un peu éteindre en tous les cas tout. La Ligue tout est la ça. danseuse les, de les Nasser, bonnes hein. stats de Ligue 1 Plus qui ont dépassé le million Le d'abonnés. donc- million, ouais. Voilà. Valdemar l'avait dit à la réunion des partenaires. Figurez-vous, il Et avait toi
était précurseur encore une fois. Ben oui, parce qu'il avait raison. Il Ils sont l'avait- à 1 million. Il avait la Ligue un. c'est Ils ça. sont à 1 million, j'ai vu Il ça l'avait hier avant soir. Thibault Leroll, notre confrère. Ouais. Juste, tu parlais de voilà, il s'engage, enfin, il s'investit dans le foot français. Ça peut signifier qu'il va rester encore longtemps à Nantes. Une petite question pour toi, Simon, parce Oui. que je sais qu'on me la pose Ah, souvent. je sais ce que Le tu vas me collectif dire. nantais, est-ce que tu sais où on en est? Mais écoute, je pense qu'il continue à bosser. Ça fume. Mais, Ça fume au rythme où ça Ouais. réfléchit. Ça mais bosse, que plus normalement, le tu temps dois dire. passe, Tu dois oui, dire ça bosse, David. Voilà. Plus le temps passe, évidemment, Faut être plus patient. plus c'est compliqué. Là aussi, il faut beaucoup de patience. Faut être patient. Imaginez quoi que ce soit dans le contexte actuel du foot, c'est sûr. Voilà. Ça vaut plus grand chose, les clubs de foot, c'est pas très rentable. On passe à la deuxième partie avec les joueurs au crible. David Filippo, Ouest France. Sébastien Soulard, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Simon Rengoat, It West. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Allez, on évoque les acteurs sur le terrain. On a tous un jour eu ce moment de magie. C'est Soprano. C'est Soprano. Ce moment de magie. Bah ouais. Un mot, Un Marseillais qui sait pas ça. Le titre. Ce moment de magie. Ce moment de magie. Non. Moment de. malgré eux, je voulais leur dire merci. Leur dire merci. À nos héros du quotidien. À quoi? À nos héros du quotidien. Voilà, C'était pour les pompiers. par Soprano. Bah, tous Pendant les le- héros du quotidien. Pendant le Covid. De héros, Ouais, il n'y en a eu qu'un Ouais. à Nice. Il s'appelle Anthony Lopez. C'est le bonhomme du match côté nantais, déterminant à plusieurs reprises encore une fois. Sauf peut-être sur le but, Jean-Marcel, si tu as vu, tu étais au stade, voilà, il est pas décisif sur le but. Et peut-être que s'il sort pas aussi vite et qu'il laisse à Oisiem contrôler un peu Boga, il est plus sur ses appuis. Enfin, à Oisiem, il contrôle pas Ouais, Boga. Bah, il c'est est un ça peu le dépassé problème. par Boga. C'est un peu ça le problème. Ouais. Ouais, c'est un peu le souci. Non, il Ouais. fait un gros match, hein, Anthony Lopez. Ouais, il fait un grand match. Bah, il est mis en évidence dès la deuxième minute avec une tête de Kevin Carlos à bout portant et qu'il sort. On l'a senti vraiment tout de suite dans le match. Il a fait un bien fou. Moi, j'ai encore aussi sur ce même Kevin Carlos son jaillissement dans les pieds sur une passe en profondeur où je crois que c'est Tidel Tati qui se fait passer devant. Et il jaillit très vite dans les pieds pour tout fermer et repousser le ballon. Il a été rassurant et décisif. Cet arrêt, c'est encore le bonhomme du match. Alors, c'est inquiétant de le voir aussi sollicité. C'est ça. Et il fait tout parce qu'en plus, il gagne du temps quand il sent que tactiquement, c'est un peu le feu et pour laisser son coach réajuster tout ça. Par contre, Et on j'ai l'a même senti- envie de dire, il a failli marquer à la fin. Et oui, Mais oui. Et donc, c'est pas quasiment vraiment la pas même loin. la plus grosse Et situation. C'est lui de- qui touche le ballon, on Ouais, est sûr ouais, sur le ouais. ralenti là. Ouais, Ouais, ouais. c'est lui. De la tête sur le Sur dernier le corner à nantais. la 96e. Ouais. Exceptionnel. David. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Il fait un super début de saison. C'est le grand bonhomme du FC Nantes et c'est plutôt inquiétant de savoir que c'est ton gardien, le grand bonhomme. C'est-à-dire que tu concèdes beaucoup d'occasions, on le disait tout à l'heure. Il est fiable. Quand je pense à certaines personnes sur certains réseaux qui disaient Lopez il est nul, Même au sein du franchement, club, il y avait débat sur sa venue. non mais franchement il y a un moment c'est Moi pas, j'avais c'est un pas doute, possible quoi. quand il T'avais est un arrivé. doute sur Lopez? Bien sûr. Moi j'ai eu le doute là-dessus. Quand un gardien atteint un Franchement, certain âge, qu'il était au placard, est-ce qu'il avait envie et la motivation de se relancer à Nantes à ce niveau? Ouais, j'avais un doute. Et puis d'avoir pour la première fois une expérience en dehors de Lyon. Enfin, Un petit doute. Sur la David. qualité, on n'avait pas de doute. Toi, c'était plus Sur sur ce qu'il sa est capable de volonté, faire. sa motivation. Après, toi, C'est t'as un les yeux mec qui qui est très brillent pro. parce qu'il est très spectaculaire. Il y a des arrêts que d'autres gardiens pourraient faire, tu sais, les pieds au sol, tranquille. Lui, il y a toujours une envolée et tout. Moi, je c'est le trouve toujours efficace. Non, je suis pas spectaculaire, d'accord avec donc, toi. Je le trouve mais plutôt il est- efficace. bah, c'est Et puis, il efficace faut pas aussi. oublier qu'il succède à un gardien qui, à la fin, était catastrophique, quoi. Hein. Ouais. C'est Alban Lafont, voilà, qui est parti se refaire une petite santé en Grèce. Mais non, rien à dire. Mais ça pourra pas. Il va pas faire des matchs comme ça tous les week-ends. Donc il va falloir que cette équipe concède moins d'occasions et puis surtout marque des buts, quoi. On sentait que le FC Nantes allait craquer à un moment ou à un autre, et s'il craque entre guillemets qu'à la 55e, voilà, c'est grâce à Lopez qui fait des multiples arrêts avant, qui est décisif, et comme vous l'avez souligné, il a aussi le vice nécessaire quand on voit qu'il fait. Alors si c'est pas vrai qu'il était blessé, c'était pour gagner du temps, c'est encore une fois très bien joué. Mais quand on voit Karlgren s'échauffer à la place potentiellement de tu prends Lopez, peur. ouais, voilà, c'est ça. Les supporters nantais prennent peur. Ouais. On a beaucoup parlé de Lopez, hein, donc on va avancer, messieurs, dans le podcast pour évoquer Junior Mwanga. Première réussie ou pas? Là aussi, l'avis d'abord de celui qui était au stade, Jean-Marcel. Mwanga positionné en sentinelle avec ce rôle de venir renforcer la défense. Ouais, ce que j'ai écrit, j'ai une impression partagée et mitigée avec lui. La première, c'est qu'il était en retard sur beaucoup de duels, notamment sur des actions dangereuses où à la fois soit il était dans le marquage un peu lâche,
soit il se faisait doubler sur Kevin Carros par exemple sur la première action. Oui, parce que c'est lui qui est au marquage de lui qui est au l'attaquant. marquage, donc c'est vrai qu'on sentait qu'il avait des difficultés à se placer, à trouver, à se situer aussi. Et en même temps, lorsqu'il a retrouvé le cœur du jeu, on a vu ce qu'il pouvait apporter, notamment de la puissance pour remonter le ballon, mais aussi il a gagné 7 duels sur 9, donc il fait du bien aussi à la récupération. Et c'est en deuxième période, je crois que c'est en deuxième période, ou peut-être fin de la première, où il y a une passe en profondeur sur Mathis Sabline qui est décalée, donc il peut aussi, dans les 30 derniers mètres, il a aussi de la justesse dans les passes, donc c'est un élément qui peut être très intéressant dans le cœur du jeu. C'est un profil que Nantes n'avait pas. Et que j'ai bien aimé, mais par contre, faut pas le faire jouer trop bas. Il n'est pas défenseur central. Même si c'est son poste d'origine, c'est là où il s'est révélé. 4. Mais là, je trouve que c'est un peu le gâcher. Ouais. Et c'était alors peut-être. Et surtout, il manquait au milieu de terrain pendant qu'il était derrière. C'est-à-dire qu'à la relance, les Nantais n'avaient pas de solution. Non, mais Jean-Marcel l'a dit, il manquait ce profil à cette équipe. Je trouvais que ce milieu de terrain manquait un peu de joueurs un peu costaud, puissants, dedans, les Leroux, les Le Penant. Donc là, Augusto est parti, donc il fallait ce profil. Et effectivement, il apporte ça. On l'a vu surtout sur une ou deux actions où tu sens que voilà, dans la puissance sur quelques mètres, il fait gagner du terrain au bloc, à l'équipe. Donc franchement, c'est intéressant. Il fallait ce profil. Après, quand Coquelin va revenir, où va-t-il jouer ? Est-ce qu'il va jouer en relayeur, puisqu'il peut finalement jouer en milieu relayeur avec Le Penant, avec Leroux ? Il y a du monde au milieu pour moi, mais à voir comment ça va s'agencer. Au milieu, il y a un certain Hong, Sébastien, dans ce poste de relayeur. Je l'ai trouvé au mieux neutre. Au pire Kata, il est fautif sur cette perte de balle, sur le but de Boga, qui n'est pas fait derrière, il y a d'autres erreurs. C'était une titularisation ratée pour Hong. Ouais, c'est ça, il commence avec pas si mal que ça avec cette tête, mais après oui. Mine de rien, c'est une des seules situations offensives du FC Nantes en première minute. Oui, mais enfin, c'est une tête gentille, comme lui, tu vois, comme sa prestation. Puis après, la déviation, c'est une déviation, mais c'est une prise de risque insensée. Alors, comme tu dis, le but de Boga n'est pas fait derrière. Le replacement, on n'en parle même pas. Et puis, c'est un neutre. Quand tu dis neutre, c'est vraiment très, 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 très gentil parce que, franchement, je pense qu'on le reverra pas de sitôt et surtout dans une position comme ça, quoi. Enfin, c'est impossible de faire des erreurs comme ça à ce niveau-là. Tu cherches tes titulaires, quoi. Benatab, on se dit tiens, c'est peut-être mieux en sortie de banc finalement quand l'adversaire est fatigué. Hong peut-être aussi. On était dithyrambique sur Benatab il y a une semaine, Simon. On disait pas qu'il était meilleur en sortie de banc. Non, mais c'était une option. Parce que là, effectivement, il a été moins bon, vraiment moins bon que d'habitude. Après, il est à l'origine des deux actions les plus dangereuses. Après, vous avez compris la sortie de Benatab ? Vous avez trouvé Camara meilleur sur la deuxième mi-temps que Benatab ? Alors j'ai trouvé mes collègues extrêmement sévères sur Camara. J'ai pas compris le 3/10 de Pierre Arnaud et Jean-Marcel. J'ai trouvé que c'était mieux que d'habitude. J'ai trouvé qu'il a 2 ou 3 fois il a débordé quand même, il a accéléré. On sent qu'il va vite. Il est gaucher, il frappe du gauche. Moi je me pose la question. Non, c'est un droitier. Écoute, il s'est emmené le ballon du pied gauche, il a frappé du gauche me semble-t-il. Donc il a peut-être un peu les deux pieds. Camara. C'est vrai qu'on a vu un peu mieux. C'est mieux. Un peu mieux. C'est pour ça que 3 j'ai trouvé ça sévère. Franchement, je t'ai trouvé pas gentil. La parole à la défense. Vraiment pas gentil. Après, déjà, je vais revenir sur Hong où moi j'avais été plutôt. Tu as mis combien, Hong ? 3. 3 parce qu'il est fautif sur le but et surtout j'avais compris cette titularisation contre Auxerre à la place de Louis Leroux puisque on sentait que dans la maîtrise du tempo il y avait quelque chose par séquence de pas s'enflammer, de conserver le ballon et que Leroux était moins bien quand même sur le début de saison. était moins bien. Et au final, entre sa prestation, même si il y avait un débat entre nous sur la prestation de Hong déjà contre Auxerre, on n'était pas tous d'accord là-dessus. Moi, j'avais plutôt bien aimé, notamment son volume de course aussi, sa disponibilité. Et là, en fait, entre ce qu'il a fait à Strasbourg sur le but strasbourgeois, où sa course, elle est quand même pas exemple de tout reproche, sa course défensive et son repli, sa perte de balle là, et puis surtout, il a aucune influence sur le jeu nantais. Et à cette position-là, quand Luis Castro nous dit en fin de match, enfin, il arrive à concéder que peut-être son équipe manque de créativité, il en est en partie responsable. Même dans les courses et les appels, on l'a vu quasiment suivre son vis-à-vis et ne jamais faire de différence, ou en tous les cas de proposer une solution aux défenseurs qui n'ont fait qu'arroser devant. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu Le Penant, on n'a pas vu Hong, ils étaient, c'est vrai, esselés. Donc j'ai le sentiment qu'il se cachait un peu, qu'il n'a pas pris énormément de risques sur ce match et qu'il n'a pas été très très utile. Sur la note de Camara, pour répondre à David, 3. Moi je ne l'ai pas trouvé faire je l'ai pas vu faire d'énormes différences. Alors c'est souvent la deuxième mi-temps celle que nous on voit le moins parce que pour écrire, j'ai pas revu le match, mais en tout cas sur l'impression qu'on a eu nous
du stade et Il en t'était direct. passé au buffet. Non. Il a peut-être pas vu la deuxième. Non, mais c'était sur pas- l'impression qu'on a eue. Non, mais il y a encore, moi, dans son langage corporel, dans ses attitudes, je le sens pas. Il y a une perte de balle aussi qui est assez facile sur un contrôle manqué. Enfin, il y a des erreurs, des erreurs assez grandes, je trouve, et puis un déficit de justesse technique, des difficultés à se situer, à jouer avec les autres aussi. Donc voilà, je suis très Oui, sceptique. il est pas Et par rapport à ce que rassurant nous pour dit l'instant. Luis Castro, il change pour avoir un autre profil, donc sans doute parce que pour bloquer les latéraux et avoir un peu plus de puissance sur les côtés, sans doute pour embêter les couloirs niçois avec Barre, notamment. Barre et puis Melvin, pas Pierre Arnaud. Ouais. Pierre Arnaud, il va moins vite. et Klaus aussi de l'autre côté, donc c'est vrai que Nantes était en grosse difficulté, donc là il se disait avec Ablin et Camara, je vais avoir de la puissance, de la vitesse pour les mettre un peu en difficulté, mais moi je l'ai pas vu en tous les cas pousser son vis-à-vis à la faute ou créer quelque chose de mieux que ce qu'avait fait tout à fait. Benatab. Benatab sur la première période. Exactement. On avance rapidement. Un mot, Sébastien, sur Louis Leroux avec cette option. Tiens, je vais faire un petit package. Koza, c'est pas facile en ce moment pour Koza, ce début de saison. Amiens non plus. Et pourquoi pas réessayer Louis Leroux sur le côté gauche, parce qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Avec un bloc plus haut, Leroux étant capable d'apporter offensivement autre chose qu'un Koza. Alors justement, Koza, en fait, c'est un peu un sénateur. Il est tout seul à son poste quasiment, même si Castro nous a dit l'autre jour que quand on a fait un point mercato, que Leroux pouvait jouer là. Il nous a cité 111 aussi également. Oui. Voilà. Qui est toujours là, faut pas oublier. Ouais. Donc, Qui jouera jamais. Non, qui jouera pas. Enfin, ou alors, sauf catastrophe. Quasiment jamais. Ouais. Et Leroux, effectivement, au moins, il y aurait de la projection vers l'avant, il y aurait du jeu combiné, je pense, avec des milieux de terrain. Et ça serait, pour reprendre un mot que tu as dit tout à l'heure, ça serait moins neutre que ce que fait Koza, parce que pour l'instant, en fait, Koza, il est là, mais c'est un peu par défaut, j'ai l'impression. On termine, messieurs, avec Guirassy, sa blessure en sélection. Explication du dossier par Jean-Marcel. Que s'est-il passé pour Guirassy ? Il y a une petite bisbille avec l'équipe de France Espoir. Oui, Herba est rappelé donc, pour son premier rassemblement avec les Espoirs. Il arrive le jeudi à Clairefontaine. Il y a un échange avec les staffs médicaux puisqu'il s'est fait opérer 2 jours avant des dents de sagesse. Donc il a aussi il s'est pas beaucoup entraîné. Et tout de suite, le FC Nantes alerte en tous les cas sur la nécessité de le préserver, de le ménager. C'est après où les deux parties n'ont plus la même lecture en même tous les version cas des choses. C'est-à-dire que Nantes dit, nous on l'a autorisé à faire ce rassemblement à partir du moment où ces conditions-là étaient remplies. Et on avait demandé de surtout ne pas le faire jouer. Or, le staff médical des Bleus dit, non, on nous a dit de bien le ménager. Ce qu'on a fait d'ailleurs, puisque sur la séance du jeudi, il est sorti avant tout le monde, une séance collective qu'il aurait dû faire s'il était resté à Nantes, et que sur le vendredi, le match n'ayant pas lieu entre l'équipe de France Espoir et le Luxembourg, puisque le quart luxembourgeois ayant eu un accident, le staff de Gérald de Baticle organise une opposition et Herba joue 30 minutes et se pète au bout de la 30e minute juste en sortant. Et là, le staff des Bleus médical dit non, nous on nous a dit qu'il fallait pas, en tous les cas, on nous a dit qu'il ne pouvait pas débuter un match. Sous-entendu, s'il y avait eu ce match-là, il aurait été remplaçant et donc on pouvait le faire entrer 10, 15, 20, 30 minutes. Et donc tout le débat là, sauf qu'ils ont, au staff des Bleus, ils sont assez sûrs d'eux dans les échanges qu'ils ont eu avec le staff médical. Je veux bien les croire parce qu'ils ont quelques preuves en tous les cas sur ce qui a été donné. Après, je peux comprendre le FC Nantes qui, du coup, lui, se retrouve privé d'un joueur pour entre 10 et 15 jours. Entre 15 et 3 semaines. 15 jours et 3 semaines. Ouais, ça fait une grosse absence. Voilà, un joueur qui démarrait. Ça te fait une solution offensive en moins que Luis Castro aimait bien, notamment pour son travail défensif, mais aussi parce qu'il était capable de provoquer des choses. Alors, il a encore beaucoup de déchets, Herba Guirassy, mais il était capable, en tout cas, il pouvait se passer quelque chose quand il a le ballon dans les pieds, et il avait été décisif, notamment contre Auxerre. Seb. On l'a relancé, Luis Castro, s'il y avait un problème de communication entre le staff nantais et le staff des Bleus. Il nous a assuré qu'il n'y avait pas de problème de communication. Donc apparemment aussi. Alors en fait, ce qui est vrai que Luis Castro a fait une déclaration assez vive en conférence de presse. Donc moi j'y étais pas, en accusant un peu le staff des Bleus de négligence. Ça tombait aussi après les blessures de PSG, de Dembélé et Doué au PSG.
Et le FC Nantes voulait aussi un peu dire à écrit, en tous les cas, à la Fédération française de foot, comme l'a fait le PSG. Alors le PSG l'a fait avant le match, ils l'ont fait a posteriori, pour dire en gros, il faut qu'on communique mieux et qu'on se mette d'accord sur des protocoles. La situation parisienne est quand même pas tout à fait la même que celle du FC Nantes, puisque Paris d'ailleurs on entend moins les Parisiens et Nasser depuis qu'ils ont perdu 3 joueurs contre Lens. Oui. Voilà. Peut-être que les calendriers sont peut-être un petit peu pour c'est ça. peut-être eux qu'on fait, Barcola trop qui a de fait les 2 compétition. matchs avec les Bleus n'a pas été inquiété, en tous les cas. Et en tous les cas, ça pose de questions l'utilisation, sauf que Nantes est très content aussi d'envoyer Herba, Guirassy en sélection, parce qu'on sait très bien que la valeur marchande des joueurs, ça lorsqu'ils valorise sont le joueur, surtout lorsqu'ils sont en équipe de France Espoir, tout de suite c'est plus tout à fait le même. Allez messieurs, on va parler juste pour finir, pour lui c'était une première aussi, donc peut-être qu'il avait aussi envie d'y aller. C'était compliqué de lui dire oui. Alors après la question c'était si on avait des doutes sur lui, est-ce qu'il fallait l'envoyer. Le staff en tous les cas des Bleus en Espoir se réfugie derrière ce qui s'est passé pendant ce rassemblement-là, à savoir ils ont eu 3 joueurs, d'ailleurs je trouve que c'est 3 Rennais, ils ont libéré d'autres joueurs, 3 Rennais qu'ils ont renvoyés chez eux parce qu'il y a eu un doute et qu'ils ne voulaient pas, même pour 10-15 minutes, preuve de leur bonne volonté. Voilà. Et il y en avait 2 autres à qui on a dit on peut pas les faire jouer au premier match. En attendant, ils les ont refait passer 10e. Ils ont joué le 2e match contre la Serbie. Il n'y a pas eu de souci. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise communication entre les deux staffs et effectivement qui a été préjudiciable. Il y a plusieurs choses dans ce rassemblement. C'est qu'il y avait un match officiel, un match amical. La première de Guirassy ou pas. Et pour conclure, Castro nous a dit je serai plus attentif la prochaine fois. Donc, nul doute que des situations comme ça va se reproduire. Pour Leroux ou pour Guirassy. Au FC Nantes. Leroux buteur d'ailleurs en Espoir à cette occasion-là. Donc, à suivre. Le derby, c'est parti. Et Leroux qui, lors des séances d'entraînement à Clairefontaine, et Leroux pu assister, il avait, ça va te faire plaisir, il avait joué arrière gauche. Oui, il jouait latéral en préparation. En prépa, oui, voilà, à côté de Nathan Zézé. Ça peut inspirer Luis Castro, même si on sait que c'est pas son poste de prédilection au coach au milieu de terrain nantais. Le derby donc. David Filippo, Ouest France. Sébastien Soulard, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Simon Rengoat, It West. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Merlin, Rongier et ce derby breton. Tu es la plus jolie. C'est Jodassin. Non. Et tu danses avec lui. Qui chante ça? Voilà. De son épaule. Hervé Léonard. Non. Frère, ça ne pas savoir. Et Claude François. Non. Gérard Blanc. François Valéry. Non. Gérard Blanc, non. Ouais, c'est une chanson pour ça commence par quelle lettre? Ça commence par un C. C'est même son prénom tout court. C. Ah ouais, je vois. C'est Jérôme. Ah, c'est Jérôme. C'est Jérôme, mais oui, évidemment. Bien sûr. La séparation, la jalousie, chantée par C. Jérôme. En amour, parfois en équité. Dans le sport aussi. Mais quand c'est pour finir chez ton rival, le divorce se passe mal. Forcément, Valentin Rongier et Quentin Merlin. Ils ont une conquête entre-temps. Bien sûr, les Serial Lovers, l'Olympique de Marseille entre-temps. Rongier Merlin de retour à la Beaujoire samedi. Les voir sous le maillot rennais, c'est quelque chose quand même. Alors, un mot d'abord, avant de regarder, David, notre sondage, sur le choix purement sportif. Passer de Marseille, qui va jouer la Ligue des Champions, à Rennes, qui n'est plus européen mais souhaite le redevenir, est-ce que c'est une régression ? Valentin Rongier a répondu à cette question-là. Vous savez, j'ai passé 6 ans à l'Olympique de Marseille. J'avais aussi besoin de sortir un peu de ma zone de confort. Je suis content et je vois absolument pas ça comme une régression. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi. Pour moi, Rennes, aujourd'hui, c'est un club très attractif. Pour moi, c'est important de rejoindre un club aujourd'hui qui a beaucoup d'ambition, avec le projet de retrouver l'Europe le plus rapidement possible. Est-ce qu'il nous fait de la com, Valentin Rongier ? Et on est bien sur le sportif et sur le passage de Marseille à Rennes. Nantes, Rennes, on en parle après. Est-ce que c'est une régression ou pas, Sébastien ? Quand un club joue la Ligue des Champions et l'autre ne joue même pas la Coupe d'Europe, évidemment que c'est une régression, pour moi. Il n'y a pas photo. Jean-Marcel ? Oui et non. Oui, c'est une régression pour la raison que Sébastien a évoquée. Non, parce qu'il va avoir une place importante, en tous les cas, dans la reconstruction qu'entame le Stade Rennais. Donc il est un dernier gros contrat avec un... Non, je parle là avant de parler de l'aspect financier. Non, mais je parle pas de l'aspect financier. Un dernier gros contrat dans la longueur où on compte sur lui pour construire ce nouveau Stade Rennais. Oui, voilà, avec des responsabilités. Il est déjà capitaine. On sait qu'il va apporter. Après, où c'est une régression, c'est que l'année dernière, au moment où il n'est pas encore revenu à l'OM,
où il voit arriver le mercato de l'OM qui fait Horsberg au milieu, qui fait Rabiot. Il sait que ça va être très dur à ce moment-là, il pense que ça va être très dur de revenir et qu'il va sans doute pas rester à l'OM. Donc il se pose la question et il se dit non, en gros, j'irai pas en France. J'ai connu le meilleur, le Graal, en termes de public, de passion, tout ça. Ah, il est content de dire ça. Il jubile. Le Graal. Vous auriez vu quand il a dit le Graal. Allez, terminé Jean-Marcel. David, c'est bon. Et donc moi, ça m'a fait bizarre de le revoir à Rennes pour ces raisons-là. Je pensais qu'il aurait plus fait un dernier c'est une défi régression à tous les niveaux. Le public, le stade, le niveau. Voilà, il n'y a pas photo. David. Sportivement. Mais sportivement, dans quel autre comment on peut pas dire autre chose que mais la régression propose la revalorisation salariale dont il attend. Il parle de pognon, c'est important de parler d'argent. C'est l'argent qui est derrière, bien sûr. C'est où trouver autant d'argent, un contrat aussi important que ce qu'il a à l'Olympique de Marseille. Il va pas aller à Monaco ou à Paris. Rongier, il va pas aller à Monaco. Il peut aller dans plein de clubs européens. Qui joue la Ligue des Champions. Mikotadze va à Villarreal. Je sais pas. Il peut mais s'il choisir voulait rester en France, s'il voulait rester en France. Il voulait pas spécialement rester en France. Hein. Il y a un an en tous les cas. Mais je pense que sa fin de saison marseillaise l'a relancé en tous les cas et elle l'a relancé sportivement en termes de compétitivité. Moi j'étais déçu en tous les cas que l'OM renforce un concurrent parce que je trouve que c'est une connerie de l'avoir vendu même à un an de la fin de son contrat, même pour gratter 12 millions. Parce que c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur. C'est là aussi un peu notre déception, c'est qu'on sait très bien ce qu'il va apporter au Stade Rennais. Évidemment. Même si les Rennais l'ont mal accueilli parce que c'est fini, ça y est. Ils ont été vite retournés. Parlons maintenant de ce qui fâche pour l'écosystème nantais, pour les suiveurs, les historiques, les anciens joueurs, même les supporters. Est-ce que c'est juste anecdotique comme choix, David, ou plutôt décevant, voire trahison symbolique, disent certains supporters? On a posé la question à travers un sondage à nos auditeurs et supporters, David. Ouais, donc tu as dit la question, vous dites à propos de ce choix de carrière, donc top de les revoir, on parlait de Merlin et Rongier, top de les revoir, 2% sur 1300 votes. Nos problèmes, c'est que du foot, 9%. Ça pique un peu quand même, 28%, et hyper décevant, 61%. Une grande majorité des gens trouvent hyper décevant ce choix de carrière. Ça pique un peu quand même, 30%, donc on est quasiment à 90%. Je vais vous lire quelques commentaires et puis vous allez réagir. Amy nous dit, honnêtement, faut arrêter. C'est le foot d'aujourd'hui. Jurer fidélité à un club, c'est démodé malheureusement. On parle quand même de 2 joueurs qui ont fait le forcing pour partir de Nantes à l'époque. Patrick nous dit, un joueur pro privilégie sa carrière, son salaire, sa perspective d'évolution. Et formé dans un club ou pas, il passe au-dessus, à la différence d'un supporter qui, lui, est lié à vie à son club. Jonas Sampo nous dit, c'est hyper décevant. Le foot n'est pas un métier comme un autre. Tes choix, tes valeurs façonnent l'image que tu laisses après ta carrière. Merlin et encore plus Rongier ont brisé le lien avec les supporters nantais. Quel gâchis. Enfin, Rachid nous dit, la culture actuelle dans le foot, c'est tout pour le fric. Ça me gave grave. Capable de vendre sa mère pour de la thune. Voilà ce qui résume un petit peu ce que nous ont dit des dizaines de supporters dans les commentaires. Sébastien. On parlait de régression sportive ou non tout à l'heure. On peut pas ne pas lier la régression sportive avec l'aspect financier, comme beaucoup d'auditeurs l'ont dit. S'ils avaient voulu aller en Arabie Saoudite, comme beaucoup au Qatar, au Moyen-Orient, enfin voilà, ils auraient pu le faire aussi, peut-être ou pas. Mais Rongier était à 1 an de la fin de son contrat. Marseille ne voulait pas s'en séparer sans récupérer un petit billet, donc ils ont pris 12 millions. Rongier, son salaire, il a à peu près ce qu'il touchait à Marseille. Un peu plus. Un peu plus même. Non, il a eu gain de cause là-dessus. Il a pas eu. Non, mais ça, on a switché. On est sur le choix de Rennes là. On est sur le choix du Stade Rennais pour le Nantais, le Nantais qu'il est. Formé à Nantes. C'est des joueurs formés à Nantes, donc c'est ça. Je comprends que les supporters soient déçus. Il y a l'affect qui fait qu'il y a la rivalité entre Nantes et Rennes. Et qu'un joueur formé à Nantes, qui a été important à Nantes, qui a été aimé par les supporters, qui était un bon joueur, passe chez l'ennemi, forcément ça pique un peu. Moi je distinguerais Merlin et Rongier, parce que Merlin finalement on l'a moins vu que Rongier. Rongier c'était un peu l'enfant du club. Ce que Merlin était moins. Non mais Merlin a moins joué avec les pros du coup, mais il est resté moins longtemps. Il est quand même il provoque un penalty en finale de Coupe de France. Oui, je dis pas. Oui, mais il y a une différence. Rongier, il y a une vraie différence. Dans l'imaginaire collectif nantais, il n'a pas été capitaine. Il a été capitaine au moment de l'affaire Salah. Il a eu des déclarations aussi. Rongier, il a chambré Mba Nyang, c'est ça, ouais. Il a souvent, il s'est exprimé sur le Stade Rennais. Et puis, je vais quand même ressortir, même s'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme il a dit lors de sa présentation au Stade Rennais. Nous sommes le 20 avril 2018, une interview de l'excellent journal Ouest France réalisée par Martin Choiselat. C'était une conférence de presse, en fait. Ah oui, bon, d'accord. Donc voilà, vous pourriez signer au Stade Rennais.
Valentin Rongier, non, je ne pense pas. C'est un club qui ne m'attire pas du tout et ce n'est pas comme si j'étais ici de passage. C'est ma 18e saison, j'ai le club en moi, je ne pourrais pas aller là-bas, je ne sais pas non plus si je serais le bienvenu. Est-ce que c'est que du folklore pour les supporters, la rivalité Rongier nous dit c'est que du folklore, c'est du cinéma. Tiens d'ailleurs, on va l'écouter, ça va être plus simple. Il s'est expliqué assez longuement sur le site internet du Stade Rennais à son arrivée, parce qu'il devait prendre aussi une volée de bois vert du côté de Rennes, avec des ultras du RCK qui ont mis des banderoles en disant qu'il n'avait pas de face en gros et qu'il pouvait changer d'avis comme de chemise et qui ont eu du mal à l'accueillir. Donc il a dû répondre aussi à ça, ses explications. Chacun peut avoir son avis. Il y en a qui sont contre ma venue, il y en a qui sont pour. Je sais que c'est la règle du jeu. Maintenant, c'était il y a longtemps. C'était un contexte différent aussi. J'étais joueur de Nantes. Quand on est passé par le centre de formation, que ce soit du côté de Rennes, je pense, ou du côté de Nantes, on essaye de cultiver un petit peu cette rivalité, ce derby. Mais pour moi, si vous reprenez mes propos, mes chambrages, ça a toujours été bon enfant. Et j'ai jamais voulu me manquer de respect, que ce soit à l'institution Rennes ou à leurs supporters. S'il y en a qui se sont sentis blessés ou offensés par mes propos, dans ce cas-là, je suis navré. Mais pour moi, c'est ce qui fait aussi la beauté de notre sport. C'est alimenter un petit peu ces derbys, ces matchs à tension, avec quelques petits pics, quelques chambrages, comme j'avais pu le faire avec Mbaye, par exemple, à l'époque. Je pense que les supporters sans doute, mais j'ai jamais eu de problème avec lui particulier. C'est juste qu'on alimentait un petit peu ça par des pics. Lui ne s'est pas gêné, moi non plus. Et puis on s'est même déjà revus en vacances. Il n'y avait strictement aucune animosité. Mais pour moi, ça se perd un petit peu. Je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Vous vous rendez compte déjà les proportions que ça prend pour des petits chambrages. Donc c'est pour ça aujourd'hui je suis déçu de voir un peu la tournure que ça prend, parce que je trouve que ça c'est que du plus pour notre sport. Quand les gens parlent entre eux, ils se chambrent et disent ah tiens t'as vu un tel, il a parlé du club. Et pour moi c'est ça le foot, c'est ça le sport, c'est ça la vie. On a le droit de rigoler. Donc voilà, je ne regrette pas ces propos et maintenant c'est comme ça. Je suis ici pour représenter le Stade Rennais. Maintenant, je demande aux gens juste de me laisser faire mon travail, me donner à 1000% comme je l'ai toujours fait pendant ma carrière, et d'être performant sur le terrain pour aider Rennes à retrouver sa place le plus rapidement possible. Et tu as utilisé tout à l'heure le mot attractivité, compétitivité, et c'était des termes que tu n'avais pas forcément utilisés dans une interview que tu avais donnée où tu disais que tu signerais jamais à Rennes. C'est pas un club qui m'attire. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Il y a du temps qui est passé. Il y a du temps, il y a un homme qui a grandi, qui était un jeune adulte, je pense. Je ne sais même pas quel âge j'avais quand j'ai fait ces déclarations, en vérité. Mais j'avais fait toute ma vie, ou presque, à Nantes. Je crois même que c'était la veille d'un derby. Donc voilà, le contexte était complètement différent. Encore une fois, je peux comprendre certains qui s'amusent à reprendre ces propos-là en disant regarde, il a dit qu'il signerait pas. Oui, voilà, c'est la vie, et il y a les imbéciles qui changent pas d'avis. Pour moi, le contexte est complètement différent. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, le projet du Stade Rennais, il est parfait pour moi. Est-ce que c'était, messieurs... Il est toujours aussi bon, hein. Ouais, bon joueur et bon communicant. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'a mis en longueur, parce que ces explications valent le coup d'être entendues. Mais quand même, il nous dit, Valentin Rongier, c'était bon enfant, le chambrage fait la beauté de notre sport, et finalement tout ça n'a que peu d'importance. Oui. Est-ce que ce relativisme vous convainc ? Alors je vais essayer d'apporter d'autres éléments. Parce que le chambrage fait partie de la beauté du sport, parce qu'évidemment, ça n'est que du chambrage, ça n'est que du foot, une couleur contre une autre, donc ça ne doit jamais dériver en violence. Et par exemple, on évoquera tout à l'heure l'interdiction des blassements des supporters rennais. Le problème, c'est pas le problème du chambrage. Je termine juste là-dessus. Ouais, mais on va pas en faire 3 heures, parce que ça fait longtemps qu'on parle de ça, de et tout ça. Non, mais c'est vrai, enfin, il se trompe le problème, c'est pas qu'il ait chambré Rennes. Le problème, c'est qu'il a été formé à Nantes et qu'il va jouer à Rennes. Voilà, c'est tout. Enfin, Rabiot, il a jamais chambré Marseille. Et le problème, c'était qu'il soit passé par le PSG, qu'il ait joué à l'OM. Voilà, donc c'est pas ça. Valentin, il peut continuer à chambrer qui il veut. En fait, on va pas lui le reprocher. C'est juste qu'il y a un moment, il a été formé dans un club où les gens se sont identifiés à lui, où lui-même a porté, et en tous les cas, a incarné une certaine identité, et même a été dépositaire d'une forme de jeu à la nantaise. Et il perd faire autre chose. C'est ça que les supporters lui reprochent. Et dans un foot où il y a déjà plus beaucoup de repères,
où on a déjà du mal à s'identifier auprès d'une équipe. Les quelques joueurs qui sont issus du centre de formation à Nantes, c'est à peu près ceux qui ont en tous les cas qui se sont imposés ces dernières années et qui ont une grosse cote de sympathie, à qui les supporters partagent quelque chose parce qu'ils ont vu grandir, parce qu'ils connaissent souvent leur famille, parce qu'ils les voient à Sopin, à la Jaune, ils les voient dans d'autres contextes, il y a une forme de proximité, ils les voient dans leur quotidien. Et là, forcément, il part autre chose. C'est ça qu'on lui reproche, en fait. Juste ça, point. Et s'il veut pas l'entendre, il veut pas l'entendre. Tu veux entendre la fin de la question peut-être de Non, mais c'est intéressant ce que dit Jean-Marcel, mais parce c'est pas une question de chambre. Non, mais si, c'est une ça circonstance ajoute, aggravante, parce qu'il a joué le jeu jusqu'au bout, et il nous dit donc aujourd'hui, non mais c'était bon enfant, c'est pour rire, on peut plus rigoler, etc. Si on peut rigoler de tout, très bien, mais sauf que les valeurs et l'identité dans le football, c'est ce qui fait qu'il y a des gens dans le stade. Après, moi je lui reproche pas, enfin, il a une carrière à mener, là effectivement il a un projet sportif qui est en adéquation avec ce qu'il fait à un moment de sa carrière où il peut aller dans plein d'autres clubs. Je pense qu'il a peut-être pas forcément eu les sollicitations et en tous les cas les propositions financières où toutes les planètes n'étaient pas forcément alignées. Donc son choix en tous les cas, il me dérange pas plus que ça, si ce n'est que faut qu'il comprenne qu'il a quand même déçu une partie des gens, et ça je peux le comprendre. L'image est importante dans le football. Oui, juste pour finir. On voit pas Anto Lopez signer à Saint-Etienne. Et Anto Lopez, il a fait 24 ans dans le même club. Je pense qu'il signerait jamais à Saint-Etienne. Voilà. Moi, j'aurais jamais imaginé Rongier. Je pense que si on avait proposé à Frédéric Darocha de signer, vous vous souvenez tous de signer à Rennes, je suis pas sûr qu'un mec comme Darocha aurait signé à Rennes. Je ne crois pas. Nicolas Savino, même chose. Il y en a qui l'ont fait C'est pour ça Après, il est pas passé de Il y a des Nantais importants. Je prends qui l'ont fait. Monterrubio l'a fait. D'ailleurs, j'avais voulu l'interroger cet été. Il n'a pas voulu revenir sur ce choix de passer de Nantes. Ça n'a pas été simple pour lui. Eddie Capron a fait la même chose. Patrice Rio, alors c'était il y a plus longtemps. Alors attention, ce sont des époques où Nantes et Rennes n'étaient pas. Mais il n'y avait pas la même rivalité sportive que récemment. Exactement. C'était ce qu'il disait aussi cet été. Et après, ils sont pas passés. Le seul qui est passé directement de Nantes à Rennes, c'est Ludovic Blas. Et effectivement, lui, pour le coup, a été. Il est guingampais à l'origine, formé à Guingamp. Ludovic Blas. Il est parisien, mais il est formé à Guingamp. Il n'est pas formé à Nantes, non. Voilà, c'est pas la même chose. Tu me contredis, mais il me semble que justement le passage d'un Nantais à Bordeaux, c'est Tussaud. Qui passe de Nantes début des à années Bordeaux. 80. Et là, ça fait du bruit parce qu'il y a une vraie rivalité. Ça avait fait du bruit parce que c'était aussi un passage direct. Bon, là, Valentin s'explique très bien, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il s'est gâché sans doute, comme nous l'expliquait un auditeur, cette image nantaise qu'il avait depuis toujours. Je rappelle quand même des moments d'émotion. C'est l'affaire Salah, c'est le capitaine, courage, etc. Bon, qu'il aille dans un club plus huppé pour jouer la Ligue des Champions, on s'est habitué à Nantes. En revanche, pour les supporters, ce passage à Rennes ne passe pas, vous l'avez vu dans notre sondage. Et je termine juste ce que je disais tout à l'heure à Jean-Marcel, c'est simplement que là on parle d'attitude, de valeur, de comportement. Évidemment, des gens vont sans doute le siffler à la Beaujoire, mais alors pas de violence, ni de colibet, ni voilà, je veux dire, ça la chambre, du foot ça quand fait même. Partie il le dit lui-même. Exactement. Mais c'est vrai que nous, je sais pas si toi tu as eu le même sentiment, Simon, de voir, parce que ça fait un moment que tu suis Nantes comme moi, de voir Valentin, et c'est tout con, mais Valentin, on l'a vu grandir en fait. On l'a vu grandir à la Jonelière. C'est vrai. On a souvent parlé de derby avec lui. Oui. On sentait en lui une vraie... peut-être haine, mais c'est le seul de l'ennemi rennais. Une haine footballistique, je dis pas, sportive, on va pas... Et de le voir avec le maillot du Stade Rennais, je crois que je l'ai tweeté cet été, ça fait quand même très très bizarre. Tu crois que c'est fake? Et moi je suis content de le voir jouer parce que c'est un joueur que j'adore voir jouer. C'est vrai. Voilà. Non mais c'est un super joueur. C'est pour ça qu'il met tout le monde d'accord, c'est qu'en tous les cas... Mais sportivement on n'a jamais dit le contraire, c'est pas le débat du jour. Non mais il y a aussi... C'est ce qu'il il ressente le débat avec Jean-Marcel là, parce qu'il part sur autre chose. Non mais c'est vrai que c'est un excellent joueur. J'aime bien ton petit pull rose. Et je pense que c'est ce qui met en rage aussi les supporters nantais. C'est que c'est sans doute le meilleur nantais de ces dernières saisons dans le QI foot et dans la compréhension du jeu. Dans beaucoup de choses, comme tu dis... Il a été formé à la Jonelière et pour les gens, ça c'est hyper important. Au milieu de terrain, il y avait pas de concurrence avec lui quand il était là. C'était un capitaine légitime. On s'attendait surtout pas à ce qu'il aille là-bas. Donc il y a la rivalité. Après dans le chambrage, l'histoire de la chèvre, l'histoire de tout ça. Bon, c'est vrai. Le tweet où il avait pris en photo des chèvres en disant que c'est drôle. Il y avait pas d'agressivité. Il y avait pas de. C'est sympa. C'est sympa, mais tu peux pas faire ça. Non.
et passer de l'autre côté après, ça a plus de sens. Mais il retourne même si sa tout veste. ça n'est qu'un jeu. T'aurais pu mettre ça. Ouais, exactement, j'aurais pu mettre ça sportivement, je le répète une dernière fois. On va appeler un confrère rennais dans un instant pour évoquer un peu Rongier, surtout l'enjeu sportif du derby et puis cet arrêté préfectoral qui interdit les supporters rennais de venir à la Beaujoire. C'est Guillaume Lenné qui nous rejoint. Salut Guillaume. Salut à tout le monde. Bienvenue dans Sans Contrôle. On parlait à l'instant, et on va voir ton avis là-dessus, de l'arrivée en début de saison de Valentin Rongier et de Quentin Merlin à Rennes. On a vu les supporters ultra, le RCK notamment, très hostiles, particulièrement à l'arrivée de Rongier. Ça semble aller un petit peu mieux. Rongier fait le clapping, par exemple, après la victoire face à l'OL il y a quelques jours. Il avait même fait le clapping sur le premier match contre l'OM. Oui, mais comme il était noyé dans la masse, on s'est dit que bon, il n'allait pas s'arrêter là-dessus. Ouais, non, c'est vrai que ça s'est assez vite tassé, entre guillemets. Après, vous savez, c'est toujours pareil dans le foot. Alors évidemment, les supporters ont eu raison. En tout cas, une partie des supporters qui considéraient que cette signature était hors de propos, on va dire ça comme ça. Ils se sont exprimés. Je pense que voilà, ça paraissait logique. Après, vous savez, le foot reprend vite ses droits, le jeu aussi. Tout le monde a vu que Rongier allait tout de suite évidemment apporter beaucoup à l'équipe de Rennes. Par rapport à ce qu'il y avait ici avant dans ce club, en tout cas la saison passée, un Rongier en plus, ça change un peu la vie quand même. Donc voilà, les supporters vont pas se plaindre parce que ce qu'ils veulent à la fin, c'est que l'équipe gagne des matchs et qu'elle retrouve la Coupe d'Europe. Et ça, avec Rongier, c'est plus facile. On est bien d'accord. Un mot sur les supporters. À l'occasion de ce derby, on s'en doutait, on le craignait. L'arrêté préfectoral est tombé qui interdit les supporters rennais de se rendre à la Beaujoire, alors que le FC Nantes et le Stade Rennais avaient préparé les choses pour que ça se passe bien. C'est assez logique comment c'est vécu à Rennes. Je vais rappeler au passage qu'en avril dernier, après le derby à Rennes, le Rennes-Nantes, une rixe s'était déroulée à Nantes, c'est-à-dire qu'au cœur de la nuit, au milieu de la nuit, quelques heures plus tard, des hooligans, certains se revendiquent peut-être ultra, mais se sont affrontés du côté de Nantes. Apparemment, la victoire sur le terrain leur suffit pas. Ouais, c'était une victoire rennaise sur le terrain, c'est ça ? Ouais, mais après, peu importe, on a eu cette rixe qui explique peut-être en partie l'interdiction préfectorale. Comment on voit ça à Rennes, Guillaume ? Oui, c'est possible que effectivement cet événement, on va dire ça comme ça entre guillemets, ait incité encore plus la préfecture à prendre cette décision. Après, oui, elle est mal vécue cette décision, en tout cas par le club. Alors le club est sorti du bois très très vite hier. Pour communiquer, bon, c'est de bonne guerre, hein, ils sont un peu dans leur rôle, voilà, on est là, on a tout fait pour que nos supporters se rendent à Rennes, on les soutient, bon, bref, on est dans du grand classique de communication. Après, forcément, plus globalement, on peut quand même regretter qu'aujourd'hui, un derby de football ne puisse pas se dérouler avec les supporters des deux camps, que ce soit à Rennes ou à Nantes d'ailleurs, hein, puisqu'à chaque fois on a le même cirque systématiquement. La saison passée, en avril, rappelez-vous, il me semble bien, vous disiez qu'effectivement la jauge avait été limitée au Horizon Park à 500 personnes. Les Nantais n'étaient pas venus pour cette raison-là. Alors, il me semble bien que des supporters étaient venus de Nantes et justement qu'il y avait eu la Brigade Loire. Et qu'il y avait un arrangement avec les stadiers pour éviter justement des gros incidents potentiels. Ils avaient accédé au stade, donc en fait il y avait eu un peu plus de supporters nantais que prévu. De mémoire en tout cas ce qui s'était passé au mois d'avril. Donc voilà, bon, maintenant on va se retrouver avec une situation encore abracadabrantesque, si on peut dire, puisque vous n'aurez pas de parquage visiteur à la Beaujoire samedi, mais par contre que vous aurez sûrement des supporters rennais qui viendront dîner dans le stade en passant par la billetterie classique. Parce qu'on vient en famille avec le cousin, le beau-frère, l'un est nantais, l'autre rennais, et forcément on doit pouvoir vivre ces derbys dans un stade de manière beaucoup plus pacifique. C'est vrai qu'en plus la rixe dont je parlais, elle se passe la nuit, en dehors du stade, donc l'interdiction de déplacement, elle n'a rien à voir avec ceux qui veulent se battre en dehors du moment de football. Il y a des Rennais qui habitent à Nantes, il y a une partie des gens de Châteaubriand, de Redon qui sont partagés entre les deux, qui sont abonnés ici ou dans. T'as bien connu ça, toi, Jean-Marcel, à Redon. Il fallait qu'il place Redon quand même. J'ai parlé de Châteaubriand après. Dans la famille de Jean-Marcel, on est moitié Rennes, moitié Nantes. Mais non, on n'a pas voulu trancher. Voilà, donc on est Marseillais, c'est Jean-Marcel. Voilà, exactement. C'est ça. Ils n'ont pas tranché. Bon, parlons du contenu de ce match, de l'enjeu sportif. À Nantes, ça commence déjà un petit peu à grincer. On l'a évoqué dans la première partie du podcast. À Rennes, on souffle après la victoire face à Lyon, qui lance peut-être véritablement la saison rennaise. Ouais, il faudra voir. Hein. Moi, j'attends de voir quand même. Parce que le match, la victoire contre Lyon, elle est quand même un peu heureuse. Il faut quand même dire la vérité. Elle a été favorisée par, vous savez quoi, notamment de quelques décisions arbitrales, on va dire, plutôt favorables. On salue Madame Frappard au passage. Alors, Madame Frappard, qui était une ennemie jurée du Stade Rennais jusqu'au match donc de dimanche, puisque effectivement sur des matchs précédents, elle avait cité, globalement
pas vraiment favorisé, on va dire, le Stade Rennais. Et puis alors là, pour le coup, effectivement, elle s'est bien rattrapée. Bah attends, si tu veux, je l'ai, regarde, écoutons-la. C'est haut, mais après ça reste pas, ça glisse. C'est haut, mais après ça reste pas, ça glisse. J'en ai fait un jingle, je le garde. Pas très bon. Sur l'intervention d'Anthony Roux, en l'occurrence, Guillaume. Ouais, non, mais c'est sûr que de toute façon, globalement, voilà, Rennes a bénéficié on va dire, de faits de jeu favorables. Après, ils ont quand même aussi une vraie réaction d'orgueil avec un changement un petit peu aussi sur le plan tactique qui a aidé quand même l'équipe à se stabiliser de meilleure façon. Après, ça reste une équipe encore très instable. Le Stade Rennais, c'est une équipe qui a été beaucoup aussi modifiée à l'intersaison et plus globalement, il faut quand même savoir que depuis le mois de janvier 2025, c'est une équipe à 100% renouvelée. Vous avez une équipe totalement différente ouais. par rapport à l'année passée, c'est quand même fou d'ailleurs de le constater. On dirait l'OM. Comment ? On dirait l'OM. Ouais, non, mais c'est un peu un sketch. Depuis 2 ans à Rennes, c'est un mouvement perpétuel. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire à Nantes ? Oui, évidemment, ils ont plutôt intérêt à confirmer cette victoire-là, parce que là, forcément, personne ici à Rennes, tout le monde attend une victoire à la Beaujoire samedi. Ouais. Et parle-nous un petit peu parle-nous d'Habib Beye, parce que nous, on a quand même à Nantes, on a failli l'avoir. Il a fait demi-tour oui, devant les grilles de la zone de l'air. Il a vraiment failli venir à Nantes. Alors comment il est exactement ? Est-ce que ça se passe si bien que ça ? Est-ce que j'ai entendu parfois des critiques à certains moments ? Comment ça se passe ? Ça se passe globalement bien. Après, il a su bien manœuvrer, on va dire, dans la sphère interne et politique du club, puisque vous savez que Rennes est un club très politique, enfin comme d'autres d'ailleurs. Mais en tout cas, il fait partie un peu de ces clubs-là. Après, on peut toujours, c'est un très bon communicant, il sait y faire, il sait bien se placer, il parle très bien. Avec les médias, c'est quand même intéressant globalement parce qu'on a quand même beaucoup de biscuits, on va dire ça comme ça. Oui. Après, oui, sur ses choix, sur parfois un peu têtu. Le coach de Lyon a évoqué son manque d'humilité dans les célébrations d'après-match contre l'OL dimanche. Bon, après, voilà, on fait jamais l'unanimité. Nous, de notre point de vue, ça reste quand même un entraîneur. C'est un jeune entraîneur qui manque encore un peu de bouteille et qui là se retrouve quand même dans une situation de pression avec un effectif qu'il a souhaité, qu'il a choisi, des gros investissements et l'obligation de retrouver la Coupe d'Europe. Donc là, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Oui, clairement, cette saison est décisive pour lui. Un dernier mot peut-être sur le FC Nantes. Là, on est en début de semaine, ça va monter progressivement jusqu'à samedi, ce derby. Quel regard on a désormais sur le FCN du côté de Rennes ? Allez, vas-y, lâche-toi, Guillaume. Tu peux y aller. Je sais pas, franchement, on n'a pas beaucoup entendu parler depuis le début de saison. Alors là, cette semaine, évidemment, le derby va faire que ça va revenir un peu dans l'actualité. Sincèrement, c'est pas... je pense que, je sais pas du point de vue nantais. Alors, je suis ni rennais ni nantais et ni même breton, donc forcément, moi, j'ai un regard un peu plus lointain sur les. T'as pas la sensibilité d'un Vincent Simoneau sur un derby. Alors, voilà, si je peux faire une comparatif. Ouais, non, pas exactement. Après, oui, forcément, ça reste, je pense, un match important pour eux. Après, du point de vue des supporters. Ça n'a pas été beaucoup évoqué en tout cas pour l'instant, donc là je pense que ça va monter gentiment d'ici samedi. Mais là on est surtout dans une perspective, je pense, purement sportive pour le Stade Rennais, avec l'obligation quand même quasiment d'aller prendre 3 points à Nantes pour se placer correctement, parce qu'encore une fois, le club a besoin de points et le club a besoin de s'affirmer très vite, quoi. Ouais, et ça, ce sera sur la pelouse. Parce que tu es d'où, toi, Guillaume ? Je suis un Normand, moi. Ah, pardon, ok. En souffrance, j'imagine. En souffrance avec Caen ou plutôt Désolé, avec le je Havre pas, ouais. Non, en souffrance avec Caen. Plutôt du côté de Caen, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ok. On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a comme moyen. Et si un capitaine du Stade Malherbe de Caen allait jouer au Havre, tu en penses quoi? Ouais. Non, on va pas. Sincèrement, sur ces débats, moi, je l'entends, hein, et il est légitime, et heureusement qu'il existe dans le foot aujourd'hui. Ouais. Après, moi, j'ai pas exactement la même vision que. Voilà, moi, je suis assez pragmatique, et malheureusement, moi, j'ai pas la fibre supporteriste de base.
Donc voilà, moi ça me choque pas plus que ça. Puis t'aimes le pognon surtout, Guillaume. C'est surtout ça, t'aimes l'oseille, il y a que ça qui compte. Il y a vraiment non, mais deux après, façons voilà, de voir le monde. Jean-Marcel pourra vous parler d'oseille. De Rabiot du PSG à l'OM. Mais il l'a dit. Il a fait. Il a pas compris il d'ailleurs. Il a déjà fait. Ouais. Ah, il a déjà fait. Bah, c'est bien. J'ai évité Fiorez et Dehu, par contre, c'est une période un peu lointaine. C'est pas Fiorez, des bons souvenirs. c'est chaud. Sana aussi, non? Sana, ça mais c'était après, bien fait. Mais après, ce qui me fait sourire aussi, on verra comment l'accueil de samedi, c'est que finalement le vrai Nantais dans l'affaire, c'est Merlin. Et que finalement tout le monde s'en fout un peu à Nantes finalement. Il est de Pornic, oui. Bah oui, il est originaire de Lyon, c'est vrai. Mais il est de Mâcon. Il est pas resté longtemps. Il est pas resté longtemps et il est arrivé à 7 ans. Bon, on en parle de tout ça dans la bienveillance, disons-le une dernière fois. Évidemment. Merci beaucoup Guillaume Lenné. On te lit au quotidien. Merci, à Guillaume. samedi dans Ouest France à Rennes. Salut Guillaume. Merci à vous. Ciao. Samedi, les amis. Eh bien, on le débriefera ce derby mardi prochain, messieurs, entre Nantes et Rennes. Un mot pour terminer sur la relève, pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit Milo. Il a 7 ans aujourd'hui. Oh, les messages personnels maintenant. Bon anniversaire alors. C'est bon à savoir. Et puis, Ma fille a eu 19 ans du coup dimanche. Ma grande. Tu vas nous faire encore une annonce de paddle, de tournoi de paddle ou de pickleball. Une pensée aussi pour Maxime et Simon, des fans du podcast avec lesquels on s'est bien amusé. On a même dîné avec eux après l'émission au Ruin Bar il y a quelques mois, et à Patrick, leur papa, qui nous écoute désormais de là-haut pour vivre cette passion jaune et verte qui traverse les générations, m'a dit Maxime. On a une petite pensée pour lui et on se retrouve mardi prochain, les copains. On débriefera le derby qui, on l'espère, sera tout feu tout flamme. C'est l'ambiance derby qu'on attend. Salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes.